décembre 1941. L'aube se lève sur Pearl Harbor. Dans quelques minutes, 183 avions japonais vont fondre sur la base navale américaine et changer le cours de l'histoire. Parmi eux se trouve un chasseur qui va terrifier les Alliés pendant des mois, un appareil si avancé que les Américains refuseront d'abord de croire à son existence. Le Mitsubishi A6M-0. Un avion que les pilotes japonais devront détruire avant leur mort, plutôt que de le laisser tomber entre les mains ennemies. Mais comment un simple crash dans un marais d'Alaska va-t-il révéler tous ses secrets et transformer la guerre du Pacifique ? Pour la plupart des Américains, en 1940, l'expression « fabriqué au Japon » était synonyme de qualité médiocre et de technologie rudimentaire. Les jouets bon marché, les gadgets fragiles, rien de sérieux ne pouvait venir de cet archipel lointain. Les stratèges militaires américains partageaient cette arrogance. Leurs chasseurs P-40 Warhawk et F-4F Wildcat étaient censés dominer n'importe quel appareil que les Japonais pourraient concevoir. Cette confiance allait être brutalement anéantie. Dès l'été 1940, les services de renseignement américains avaient reçu des rapports alarmants de Chine. Un nouveau chasseur japonais massacrait les biplans chinois antiques avec une facilité déconcertante. Claire Lee Chennault, spécialiste de l'aviation et conseiller militaire en Chine, avait lancé des avertissements désespérés à l'Ouest. Ces mots étaient sans équivoque. Comme des faucons dans un poulailler, ils ont abattu les chasseurs chinois avant que les défenseurs ne sachent ce qui les frappait. Mais les Américains avaient balayé ces rapports d'un revers de main, les considérant comme des exagérations chinoises destinées à obtenir plus d'aide militaire. L'attaque sur Pearl Harbor a violemment corrigé cette perception. Les pilotes américains qui ont survécu à ce matin infernal sont revenus avec des histoires qui semblaient impossibles. Un chasseur japonais incroyablement rapide et agile, capable de grimper à des altitudes vertigineuses, de virer sur place comme un oiseau de proie, et surtout, avec un rayon d'action qui défiant toute logique. Comment un avion embarqué, conçu pour opérer depuis des porte-avions avec leurs contraintes d'espace, pouvait-il surclasser tous les chasseurs terrestres alliés ? Les premières semaines de la guerre dans le Pacifique se sont transformées en cauchemars pour les Alliés. Les Zéros ont établi un ratio de victoire stupéfiant de 12 contre 1. 12 avions alliés abattus pour chaque zéro perdu. Ce chiffre dépassait même les estimations japonaises d'avant-guerre, qui prévoyaient un ratio de 5 contre 1. Les pilotes américains, bien qu'enthousiastes et courageux, manquaient cruellement d'expérience face aux vétérans japonais qui avaient passé des années à combattre en Chine. Ces hommes avaient développé une mentalité agressive et une maîtrise du combat aérien que les jeunes Américains ne possédaient tout simplement pas. Les P-40 Warhawk américains étaient légèrement plus rapides que le Zéro en ligne droite, mais cette petite supériorité devenait inutile dans un combat tournoyant. Dès que les pilotes américains tentaient de suivre le Zéro dans ses virages serrés, ils se retrouvaient dans sa ligne de mire. Les balles de 20 mm des canons japonais déchiquetaient leurs appareils et les envoyaient s'écraser dans l'océan. Même les pilotes britanniques, pourtant habitués à combattre les Messerschmitt allemands et les chasseurs italiens en Europe, découvraient avec horreur que leur tactique ne fonctionnait pas contre le Zéro. L'appareil japonais semblait jouer selon des règles différentes. Ce que les Alliés ignoraient à l'époque, c'est que le Japon ne possédait que 521 Zéros actifs au début de la guerre. Mais leur rayon d'action était si extraordinaire qu'ils pouvaient couvrir des régions immenses, donnant l'impression qu'ils étaient partout simultanément. Un seul Zéro pouvait voler pendant plus de 8 heures à vitesse de croisière, patrouillant des zones que 3 ou 4 chasseurs alliés auraient eu du mal à surveiller. Cette capacité créait une illusion de nombre qui terrorisait les pilotes alliés. Les rumeurs et les théories du complot ont rapidement commencé à se propager. L'appareil était trop avancé pour être japonais, affirmaient certains. Il devait s'agir d'un design occidental, volé ou copié. Ce mythe a persisté pendant plusieurs années et a même été alimenté par Howard Hughes lui-même, le célèbre aviateur et industriel américain. En 1954, il déclara sans hésitation « Je dois dire qu'en matière de conception d'avion et d'aptitude mécanique, personne ne s'attendait à ce que les Japonais aient un avion qui soit du tout compétitif. Il était assez évident pour tout le monde qu'il avait été copié de l'avion Hughes H-1. Cette affirmation était totalement fausse,
mais elles révélaient l'incrédulité persistante des Occidentaux. Comment accepter que leur ennemi présumé inférieur les avait surpassés technologiquement? Les Américains avaient désespérément besoin de capturer un zéro intact pour comprendre comment il fonctionnait, quelles étaient ses forces et surtout, quelles étaient ses faiblesses. Mais les pilotes japonais avaient reçu des ordres stricts, détruire leur appareil plutôt que de risquer sa capture, même au prix de leur propre vie. Pendant que les Alliés tentaient désespérément de comprendre comment combattre le zéro, un incident extraordinaire se déroulait sur une petite île hawaïenne qui allait révéler l'obsession japonaise pour la protection de leur technologie. L'île de Niihau, isolée et paisible, était sur le point de devenir le théâtre d'un drame violent qui changerait le destin de milliers de Japonais vivant aux États-Unis. Durant la deuxième vague de l'attaque sur Pearl Harbor, le zéro piloté par Shigenori Nishikaichi a été touché par un P-36 américain. Le pilote a immédiatement compris la gravité de sa situation. Son appareil endommagé ne pourrait jamais regagner le porte-avions. Il a alors mis le cap vers l'île de Niihau, le point de rendez-vous d'urgence convenu avant l'opération. Les renseignements japonais avaient assuré que cette petite île était inhabitée. Cette information allait se révéler catastrophiquement erronée. Alors que Nishikaichi tentait un atterrissage forcé, son zéro a heurté une clôture métallique et s'est écrasé. Le choc a projeté le visage du pilote contre le tableau de bord, le laissant inconscient dans son cockpit. Howard Kaleohano, un habitant local, a découvert le pilote inerte et a rapidement pris son pistolet ainsi que tous les documents qu'il transportait avant que l'homme ne reprenne connaissance. Ces documents contenaient des informations cruciales. Les plans détaillés de l'attaque sur Pearl Harbor, les codes de transmission japonais et les papiers personnels du pilote. Les habitants de l'île n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer à Pearl Harbor. Kaleohano a ramené le pilote chez lui, pensant qu'il s'agissait simplement d'un aviateur en détresse. Lorsque la communication s'est avérée impossible, il a fait appel à 3 amis immigrants japonais pour traduire. Nishikaichi leur a raconté en détail l'attaque dévastatrice qui venait d'avoir lieu, la destruction de la flotte américaine, le début de la guerre. Mais ces immigrants n'ont rien dit à Kaleohano et sa femme. Ils ont gardé le secret, une décision qui aurait des conséquences tragiques. La situation est restée calme pendant quelques heures. Mais le lendemain, lorsque les habitants de l'île ont appris l'attaque sur Pearl Harbor par la radio, tout a basculé dans le chaos. Kaleohano a immédiatement compris l'importance des documents en sa possession. Il a informé Nishikaichi qu'il garderait ses papiers et les remettrait aux autorités américaines. Le pilote japonais savait ce que cela signifiait. Sous aucun prétexte, il ne pouvait permettre aux Américains de saisir ces informations ou son avion. C'était une question d'honneur et de devoir militaire. Les habitants ont posté des gardes pour surveiller le pilote, mais les immigrants japonais ont fait tout leur possible pour l'aider. Ils ont même tenté de soudoyer Kaleohano pour qu'il rende les documents. Lorsque ces tentatives ont échoué, ils ont échafaudé un plan audacieux. Pendant qu'ils jouaient de la musique sur un phonographe pour couvrir le bruit, ils ont aidé Nishikaichi à s'échapper, ont désarmé le garde et se sont précipités vers la maison de Kaleohano pour récupérer les documents. Dès qu'ils ont aperçu Kaleohano, les conspirateurs ont ouvert le feu. L'Hawaïen a réussi à s'échapper de justesse, mais maintenant tout le village était en état de panique. Les habitants ont couru se réfugier dans les grottes de l'intérieur de l'île, terrifiés par cette violence soudaine. Le pilote et ses alliés ont alors tenté de contacter l'armée japonaise en utilisant la radio du zéro. Lorsque cette tentative a échoué, ils ont pris une décision radicale. Ils ont mis le feu à l'avion, le regardant brûler jusqu'à ce qu'il ne reste que des débris calcinés inutilisables. Les secrets du zéro ne tomberaient pas entre les mains américaines, du moins pas cette fois. Mais les documents restaient introuvables. Frustrés et désespérés, Nishikaichi et les immigrants japonais ont pris en otage un couple local, menaçant le mari de ramener Kaleohano et les papiers. L'homme a feint d'obéir, mais est rapidement revenu pour sauver sa femme. Une bagarre brutale a éclaté. Le mari a été grièvement blessé par des coups de feu, mais son épouse, dans un acte de courage désespéré, a réussi à maîtriser le pilote japonais. Face à la capture imminente, l'immigrant japonais restant s'est suicidé. Les documents ont finalement été remis aux autorités américaines, mais l'avion avait été détruit.
Ces restes carbonisés n'offraient aucune information utile aux ingénieurs militaires. Cependant, cet incident brutal a eu des répercussions dévastatrices. Il a convaincu les Américains que chaque immigrant japonais sur le territoire américain était un agent potentiel de l'ennemi. L'incident de Niihau serait utilisé comme justification pour l'internement de plus de 120 000 Japonais américains dans des camps à travers le pays. L'une des décisions les plus controversées de l'histoire américaine. Les Américains devaient trouver un autre moyen de capturer un zéro intact. Mais les pilotes japonais continuaient à suivre leurs ordres à la lettre, détruisant leurs appareils avant toute possibilité de capture. La course contre la montre continuait. Chaque jour, les zéros dominaient le ciel du Pacifique. Chaque jour, les pertes alliées s'accumulaient. Et chaque jour, les secrets du chasseur japonais restaient hors de portée. Juin 1942. La bataille de Midway approchait, mais les Japonais avaient préparé une diversion audacieuse dans les îles Aléoutiennes, cet archipel glacé qui s'étend entre l'Alaska et la Russie. Leur objectif était d'attaquer la base américaine de Dutch Harbor, pour détourner l'attention de leur offensive principale. Les porte-avions Ryujo et Junyo ont lancé leurs escadrons de zéro, pilotés par certains des meilleurs aviateurs japonais. Parmi eux se trouvait le petit officier Tadayoshi Koga, un pilote expérimenté qui avait survécu à de nombreux combats. Ce jour-là serait son dernier vol. L'attaque sur Dutch Harbor s'est déroulée avec la précision habituelle des forces japonaises. Les zéros ont mitraillé les installations américaines, détruit plusieurs avions au sol et semé la panique parmi les défenseurs. Mais durant l'engagement, l'appareil de Koga a été touché. Ce n'était pas un impact direct sur un composant vital, mais une balle perdue a sectionné la conduite d'huile. Pour un moteur d'avion, c'est une sentence de mort. Sans lubrification, le moteur surchaufferait et se gripperait en quelques minutes. Koga a vu la jauge de pression d'huile chuter brutalement. Il devait atterrir immédiatement, sinon son moteur exploserait en plein vol. Le pilote a scruté l'océan en contrebas, cherchant désespérément un endroit où se poser. Les eaux glacées de la mer de Bering n'offraient aucune chance de survie. Puis il a aperçu l'île d'Akutan, une masse rocheuse couverte de végétation. Et là, au milieu de l'île, ce qui ressemblait à un grand champ plat et dégagé, parfait pour un atterrissage d'urgence. Koga a senti un soulagement momentané. Il avait trouvé son salut. Le pilote a réduit les gaz, abaissé son train d'atterrissage et aligné son approche avec soin. Le zéro descendait régulièrement vers ce qui semblait être une prairie verdoyante. Koga a préparé son atterrissage, les mains agrippées aux commandes, concentré sur chaque détail. Mais ce qu'il prenait pour de l'herbe était en réalité de la végétation dense, cachant un marécage traître. Une illusion mortelle créée par la nature. Les roues du zéro ont touché ce qui semblait être un sol ferme. Instantanément, l'appareil s'est enfoncé dans la boue. La décélération brutale a fait basculer le chasseur vers l'avant. Le nez a plongé dans l'eau stagnante et tout le poids de l'avion a continué son mouvement. En une fraction de seconde, le zéro s'est complètement retourné, atterrissant sur le dos avec un bruit sourd et écœurant. Le cockpit s'est écrasé contre la surface du marais. Koga était piégé. L'eau boueuse a commencé à s'infiltrer dans la tentée frénétiquement de se libérer de son harnais, mais le choc l'avait désorienté. Ses mains cherchaient les attaches, mais le cockpit était maintenant à l'envers, tout était inversé. L'eau montait rapidement, froide et impitoyable. En quelques secondes, elle a atteint son visage. Koga a pris une dernière inspiration désespérée avant que l'eau trouble ne submerge complètement sa tête. Il s'est débattu encore quelques instants, puis son corps s'est immobilisé. Le marais avait réclamé sa victime, mais paradoxalement, il avait aussi préservé le zéro presque intact. Pendant plus d'un mois, l'avion est resté là, retourné dans ce marécage isolé, invisible depuis le ciel à cause de la végétation environnante. Les Japonais ont présumé que Koga avait péri en mer comme tant d'autres pilotes. Personne ne savait que le zéro le plus important de toute la guerre reposait tranquillement dans un coin oublié des Aléoutiennes, attendant d'être découvert. Le 10 juillet 1942, un hydravion Catalina du Patrol Squadron 41 revenait d'une mission de reconnaissance. L'équipage survolait l'île d'Akutan,
lorsque le copilote a remarqué quelque chose d'inhabituel dans un marécage. Une forme métallique qui reflétait la lumière du soleil. Il a alerté le commandant de bord qui a décidé de faire demi-tour pour examiner l'objet de plus près. Alors que le Catalina descendait en altitude, l'équipage a réalisé avec stupéfaction ce qu'il voyait. C'était un avion retourné, et pas n'importe quel avion. Les lignes caractéristiques, les ailes elliptiques, les couleurs de camouflage, c'était un Zéro. L'excitation à bord du Catalina était palpable. Ils ont immédiatement signalé leur découverte par radio. 2 jours plus tard, le 12 juillet, une équipe de la marine américaine a débarqué sur l'île d'Akutan. Les hommes ont pataugé dans le marécage jusqu'à l'épave. Quand ils ont examiné l'appareil de près, ils ont eu du mal à croire leur chance. Le Zéro était remarquablement intact. Le fuselage n'était pas déchiré, les ailes étaient en bon état, même le moteur semblait récupérable. Le marécage avait amorti le choc de l'impact, et l'eau boueuse avait protégé l'aluminium de la corrosion. L'opération de récupération a été lancée immédiatement. Des bateaux, des grues et des dizaines d'hommes ont été mobilisés. Ils ont retourné l'avion, l'ont soigneusement démonté et ont transporté chaque pièce jusqu'à la côte. Le corps de Koga a été découvert dans le cockpit et enterré avec les honneurs militaires. Même dans la mort, le pilote japonais avait involontairement rendu un immense service à ses ennemis. Le Zéro a été expédié d'urgence vers la Naval Air Station de San Diego, en Californie. Là-bas, les meilleurs ingénieurs et mécaniciens de la marine se sont mis au travail. Ils ont nettoyé chaque composant, remplacé les pièces endommagées, et en quelques semaines, l'impossible s'était produit. Le Zéro capturé a été remis en état de vol et repeint aux couleurs de la marine américaine. Les tests allaient commencer, et avec eux, la fin de l'invincibilité du chasseur japonais. À la Naval Air Station de San Diego, l'atmosphère était électrique. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Américains avaient entre leurs mains l'arme qui les terrorisait depuis des mois. Le Zéro capturé brillait sous le soleil californien, repeint aux couleurs de la marine américaine, prêt à révéler tous ses secrets. Les meilleurs pilotes d'essai, ingénieurs et stratèges militaires se sont rassemblés pour assister à ce qui allait devenir l'un des moments les plus cruciaux de la guerre du Pacifique. Le capitaine Eric Brown, pilote d'essai en chef de la Royal Navy britannique, a été l'un des premiers à prendre les commandes du Zéro. Après son vol, ces mots résumeraient l'opinion unanime du haut commandement allié. « Je ne pense pas avoir jamais piloté un chasseur capable d'égaler le taux de virage du Zéro. Le Zéro avait totalement régné en maître et était le meilleur chasseur au monde jusqu'à mi-1943. » Cette déclaration confirmait ce que les pilotes alliés savaient déjà par expérience douloureuse, mais maintenant ils comprenaient pourquoi. Les ingénieurs ont méticuleusement démonté l'appareil, examinant chaque composant avec une fascination mêlée d'admiration. Ce qu'ils ont découvert était une merveille d'ingénierie qui prouvait définitivement que le Zéro était une conception purement japonaise, fruit du génie de Jiro Horikoshi. L'avion incorporait certaines des avancées aéronautiques les plus sophistiquées au monde. Les ailes elliptiques minces minimisaient la traînée aérodynamique d'une manière que peu d'avions occidentaux avaient réussi à reproduire. La coque était assemblée avec des techniques révolutionnaires de rivetage à fleurant, où chaque rivet était soigneusement poli pour ne créer aucune résistance à l'air. Horikoshi avait également employé un procédé de traitement thermique de pointe qui permettait une structure entièrement métallique tout en gardant un poids minimal. Le squelette métallique intérieur était perforé de trous circulaires pour alléger l'appareil sans compromettre sa résistance structurelle. Les tôles qui recouvraient cette structure n'avaient qu'une épaisseur ridicule d'1,2 mm. Au total, le Zéro pesait 1260 kg de moins que le Wildcat américain. Cette différence colossale expliquait son agilité surnaturelle. Les performances mesurées lors des tests dépassaient tout ce que les Alliés possédaient. Le Zéro atteignait des vitesses de 500 km/h et grimpait à des altitudes de plus de 10 000 mètres. Son armement était redoutable. 2 mitrailleuses de 7,7 mm et 2 canons de 20 mm. Mais le plus impressionnant restait son rayon d'action. L'appareil pouvait voler pendant plus de 8 heures à vitesse de croisière et 2 heures à vitesse maximale. Aucun chasseur allié ne pouvait rivaliser avec ces chiffres. La philosophie de conception de Jiro Horikoshi était claire et radicale.
Le chasseur ultime n'avait pas besoin de blindage ni de protection lourde, tant que sa vitesse et son agilité le rendaient presque impossible à toucher. C'était un pari audacieux, basé sur la suprématie des pilotes japonais. Et pendant des mois, ce pari avait fonctionné à merveille. Mais maintenant que les Américains examinaient chaque centimètre de l'appareil, ils découvraient que cette philosophie comportait des failles fatales. Les pilotes américains avaient remarqué sur le champ de bataille qu'une fois touché, le Zéro explosait ou s'enflammait presque instantanément. Les ingénieurs comprenaient maintenant pourquoi. L'avion ne possédait absolument aucun blindage supplémentaire autour du moteur, du réservoir de carburant ou du cockpit. Un seul impact bien placé suffisait à détruire complètement l'appareil. Le réservoir de carburant n'était même pas auto-obturant, contrairement aux chasseurs alliés. Une balle traçante pouvait transformer le Zéro en torche volante en quelques secondes. Plus troublant encore, la tôle qui recouvrait l'avion était si mince qu'un pilote pouvait littéralement la perforer avec ses mains en montant à bord. Pour contourner ce problème, Horikoshi avait installé des marchepieds et des poignées rétractables activées par boutons, permettant aux pilotes d'accéder au cockpit sans endommager la structure fragile de leur propre appareil. Cette découverte a stupéfié les ingénieurs américains. Imaginez un chasseur si délicat que son propre pilote risquait de l'endommager en y montant. Mais la faille la plus critique est apparue lors des tests de vol à haute vitesse. Le Zéro était rapide et agile, mais il ne pouvait pas démontrer ces deux avantages simultanément. Lorsque l'appareil atteignait sa vitesse maximale, les surfaces de contrôle qui lui permettaient de virer devenaient rigides et non réactives. Son agilité légendaire disparaissait complètement. Dans sa quête obsessionnelle de légèreté, Horikoshi avait renoncé à installer des systèmes hydrauliques pour les surfaces de contrôle. Plus l'avion volait vite, moins il était maniable. C'était un paradoxe mortel. Le moteur présentait également un défaut sérieux. Il utilisait un carburateur à flotteur qui affectait gravement le remarquable moteur Nakajima Sakae de 1130 chevaux. Comme le moteur Merlin utilisé dans les Spitfire et Hurricane britanniques, la valve à flotteur du Zéro avait tendance à s'ouvrir pendant les manœuvres à gravité zéro, inondant le moteur de carburant et provoquant son arrêt en plein vol. Les pilotes japonais avaient appris à éviter certaines manœuvres, mais cette limitation représentait un désavantage tactique significatif. Les stratèges alliés ont immédiatement compris comment exploiter ces faiblesses. De nouvelles tactiques ont été développées et distribuées à tous les escadrons. Les pilotes devaient maintenir des vitesses élevées à tout moment pour nier au Zéro son agilité à basse vitesse. Les combats tournoyants étaient strictement interdits. À la place, les pilotes alliés devaient effectuer des attaques en piqué rapide, frapper le Zéro, puis s'échapper en plongeant à grande vitesse. Le chasseur japonais ne pouvait pas suivre lors d'une plongée à pleine puissance, et sa fragilité signifiait qu'un seul coup bien placé suffirait à l'abattre. Les informations ont été diffusées dans tout le Pacifique. Chaque pilote allié a reçu des instructions détaillées sur comment identifier et combattre le Zéro. L'appareil qui semblait invincible révélait maintenant ses talons d'Achille. La domination japonaise dans les cieux du Pacifique touchait à sa fin. 1943. Les tables ont tourné dans le Pacifique. Les nouveaux chasseurs américains comme le Grumman F-6F L4 arrivaient en nombre, plus rapides, mieux armés et surtout blindés. L'industrie de guerre américaine produisait des milliers d'avions chaque mois, tandis que le Japon, avec ses ressources limitées et ses usines sous-dimensionnées, ne pouvait plus suivre le rythme. Les faiblesses du Zéro étaient désormais connues de tous les pilotes alliés, et les victoires japonaises se transformaient en défaites sanglantes. Le problème le plus grave pour le Japon n'était pas l'avion lui-même, mais ses pilotes. Le programme d'entraînement japonais, méticuleux et long, ne produisait qu'une centaine de pilotes expérimentés tous les quelques mois. Fin 1942, la nation perdait rapidement les aviateurs d'élite qui avaient massacré les Alliés durant les premiers mois de guerre. Les remplaçants étaient jeunes, inexpérimentés, et face à des pilotes alliés qui avaient appris à combattre le Zéro, ils n'avaient aucune chance. Les Wildcats, autrefois des proies faciles, abattaient maintenant régulièrement les Zéros. L'appareil qui avait établi un ratio de 12 contre 1 voyait ses victoires s'effondrer. Début 1944, le Zéro était devenu si inefficace et les pertes territoriales japonaises si catastrophiques que l'ancien champion des cieux a reçu une mission finale et terrible.
Le 19 octobre 1944, alors que les forces japonaises affrontaient une attaque alliée écrasante sur les Philippines, le vice-amiral Takijiro Onishi a pris une décision désespérée. Il a convoqué ses hommes et leur a dit « Je ne pense pas qu'il y aurait un autre moyen certain de mener l'opération que de mettre une bombe de 250 kg sur un zéro et de le laisser s'écraser sur un porte-avions américain pour le mettre hors service pendant une semaine. » Le zéro, conçu pour dominer les cieux, devenait un missile guidé humain. Des milliers de jeunes pilotes japonais sont montés dans leur zéro pour ne jamais revenir. La plupart manquaient leur cible ou étaient abattus par la défense anti-aérienne alliée. Mais le 11 mai 1945, des mois après que les Américains aient incendié Tokyo, 2 pilotes japonais ont réussi à écraser leur zéro kamikaze sur le pont de l'USS Bunker Hill. Près de 400 marins américains ont péri dans l'explosion, et le porte-avions a été retiré du service. Le Mitsubishi Zero a partagé le destin du Japon dans cette guerre. D'abord un soleil levant terrifiant, puis une étoile qui s'est éteinte sous la puissance implacable des Alliés. Un crash dans un marais d'Alaska avait changé le cours de la guerre du Pacifique. Si cette histoire vous a fasciné, laissez un like et écrivez dans les commentaires quel avion de la Seconde Guerre mondiale nous devrions explorer ensuite. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire militaire captivante. À la prochaine.